vous allez nous indiquer ce qui se prépare pour les années à venir, et Christophe Boutin va nous dire sans doute quelques mots des orientations de Maincare Solutions pour le moyen terme à venir. Je vous donne... Oui, merci Dominique. Donc effectivement, en face des grands changements de marché en ce moment, à la fois dans l'hospitalier puis dans le monde en global de la e-santé, avec la mise en place des parcours, qui est quand même la grande thématique d'aujourd'hui, on a décidé de travailler avec IDC en lançant une nouvelle étude dont on va vous présenter des résultats préliminaires, voilà, mais qui vont être confirmés, je pense, assez rapidement. Thierry, dans les prochains jours, vous aurez une communication beaucoup plus officielle avec communiqué de presse sur le résultat de cette étude qui sont assez édifiants. Et puis donc je prendrai la suite de Thierry en me resservant de quelques-uns des enseignements de cette étude pour vous préciser les objectifs de Maincare pour 2020. À vous Thierry. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc je suis Thierry Hamelin, je suis le directeur des études d'IDC. Effectivement, IDC ausculte un certain nombre de secteurs, dont le secteur de la santé. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter les résultats en exclusivité. Là, vraiment, c'est tout chaud, hein, d'une étude qu'on vient de mener auprès des établissements de soins. Alors, donc, hop, je me tourne de ce côté-là. Oups. Voilà, formidable. Voilà, donc un petit mot sur ce travail d'échantillonnage. Donc on a, je vais vous présenter des résultats donc, qui sont extraits de l'observatoire qu'on mène actuellement. Et à date, on a à peu près une centaine, 101 très exactement, établissements de soins que nous avons interrogés. La structure de l'échantillon, il est composé à 60% d'établissements publics et à 40% d'établissements privés. Et donc, nous interrogeons les DSI, les responsables IT de ces établissements. Après, on a une répartition, on va dire, assez homogène en termes de taille et nombre de lits. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va jusqu'à des établissements, effectivement, de plus de 1000 lits. Et donc, ça nous donne un scope de visibilité assez large que je vais partager avec vous à l'instant. Alors, moi, je vous propose de débuter par la partie investissement. On a entendu effectivement de manière assez logique et récurrente le fait que les services numériques aujourd'hui sont en train de prendre de l'importance dans le secteur de la santé. Oui, effectivement, ça a été lancé à travers le plan de modernisation des établissements de soins. Aujourd'hui, on va voir que effectivement, les choses sont en train d'évoluer positivement. Alors, je m'en excuse, ce slide est un petit peu chargé, mais ça me paraissait intéressant de mettre au regard ces deux éléments qui sont la dépense IT totale des établissements de soins, et puis de l'autre côté, les dépenses qui sont consacrées aux nouveaux projets. Donc ça donne vraiment deux axes de lecture assez intéressants. La première chose déjà, c'est qu'on a demandé quelle était l'évolution de 2019 par rapport à 2018. Et puis on a fait aussi un exercice de projection. On a demandé aux établissements de savoir quelles seraient ces évolutions en 2020. Donc c'est pour ça que vous avez un doublement de chaque histogramme. Donc d'abord pour les dépenses totales et puis ensuite en gris clair pour les dépenses consacrées aux nouveaux projets. Alors ce qu'on voit déjà, et ça c'est je dirais plutôt un élément très positif, c'est que la partie bleue, la déclinaison de bleu correspond aux croissances de dépenses, la déclinaison de rouge ou d'orange, comme vous voyez, correspond à une décroissance des budgets. On voit que c'est le bleu qui l'emporte, en tout cas aussi bien sur les dépenses externes totales que sur les dépenses consacrées aux nouveaux projets. Si on regarde plus particulièrement ces dépenses totales IT, on voit qu'on a 44%, effectivement, près d'un établissement sur deux, qui est dans une logique d'augmentation des budgets. Et on ne déroge pas à la règle en 2020, puisqu'on va retrouver ces 44% de hausse de budget avec une structure dans la croissance des dépenses qui est à peu près la même. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est justement de regarder la partie consacrée aux nouveaux projets. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un établissement sur deux à peu près en 2019 qui a augmenté ses budgets consacrés aux nouveaux projets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du fait qu'en 2020, on va gagner 2 points, on est à 52%, ce qui n'est pas forcément non plus une croissance spectaculaire, c'est la structure des dépenses qui est plus intéressante. Comme vous pouvez le constater, la partie la bleu foncé, là, correspond à des dépenses de plus de 5%. Et on voit qu'entre 2019 et 2020,
eh bien, on va avoir, autant en 2019, on avait 20%, c'est-à-dire un établissement sur 5 qui était dans une logique d'avoir fait progresser ses dépenses pour des nouveaux projets eh bien, de plus de 5%. On va arriver à 29% en 2020, donc on voit qu'on gagne 9 points et qu'on est bien dans un phénomène d'accélération des dépenses consacrées à ces nouveaux projets. Un autre petit mot sur la structure justement du poids de la dépense consacrée aux nouveaux projets dans la totalité des budgets. Donc sur les dépenses totales, si on regarde 2019 et 2020, alors on a un effet complètement symétrique entre les établissements publics et les établissements privés. En fait, dans les établissements privés qui sont matérialisés par la partie bleu clair, on avait donc 34% eh bien de budget consacré aux nouveaux projets. Dans le secteur privé, on était seulement à 29%. Et ce qu'on voit, c'est vraiment un phénomène inverse sur l'année 2020. Donc on voit une accélération, cette fois, un effet de rattrapage en fait, des établissements publics versus les établissements privés. Donc on voit bien que de part, de toute façon, la succession des programmes, que ce soit Open ou les parcours ou autres, on voit bien que ça commence à pousser en termes d'investissement, c'est matérialisé par ce résultat. Alors, ici, une vaste succession d'axes d'investissement. On va essayer de faire clair. En fait, là, on a demandé aux établissements de savoir quels étaient les axes sur lesquels ils comptaient investir dans les 2 prochaines années. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à bien les distinguer à l'écran. La ligne en pointillé va séparer donc les réponses en dessous de 50%, c'est-à-dire qu'en dessous de cette ligne, eh bien, il y a moins de 50% des établissements qui nous ont dit « oui, je vais investir ». Et au-dessus de cette ligne, on a plus de 50% de fréquence de réponse. Et on voit que, matérialisé par cette ligne, eh bien, on a plus de 50%, largement plus de 50%, qui vont investir dans 10 domaines clés. Le premier de ces domaines, on le voit à l'écran, c'est la gestion de la sécurité des identités et des référentiels. Donc ça, c'est pratiquement 3/4 des établissements qui vont investir en la matière dans les 2 prochaines années. Et d'ailleurs, j'ai cerclé en orange parce qu'on a une différence statistique significative dans le fait que eh bien, le secteur public, je crois que c'est 86%, j'ai du mal à le distinguer, mais 86% des établissements publics ont déclaré investir dans ce domaine-là, contre seulement 55% dans le domaine privé. Donc on voit bien que ça pousse en tout cas dans le public pour tout ce qui va concerner les référentiels et la sécurité. Deuxième axe, et là on va être dans un trio au coude à coude, les solutions de télémédecine, le portail sécurisé pour les patients, donc on est en plein dans le domaine des services numériques. Ensuite, tout ce qui va être portail sécurisé également pour les professionnels de santé. Ensuite, on va trouver le DPI, la gestion électronique des documents, le pilotage décisionnel. Je ne vais pas tous les faire, mais on voit que voilà, ça pousse et ça dénote vraiment un mouvement assez important. Des établissements de soins, un petit mot peut-être, même si c'est en dessous de la barre des 50%, c'est sur la partie bleu foncé là, qui concerne la gestion et le pilotage des achats. Autant, je vous le disais, sur le premier item, on avait une différence forte entre le secteur public et le secteur privé. Eh bien, c'est exactement la même chose, puisque c'est du simple au double entre la fréquence des réponses du secteur public, 52%, et puis 29% dans le secteur privé. Ce qu'on voit là, c'est effectivement l'impact de la mise en place des GHT sur la partie identité annuaire, sur la partie achat. On voit une grande différence effectivement entre le public et le privé. Alors, là, on a vu en fait les axes de dépenses. Après, on a posé une question supplémentaire justement sur quels étaient les 3 principaux domaines dans lesquels ils allaient investir, au-delà de cette liste qu'on a vue là. Donc, on leur demandait de choisir au maximum 3 domaines. Et sur cette sélection des 3 domaines, on leur demandait de classer ces domaines du plus important, fréquence de citation en premier, au moins important, fréquence de citation en 3e. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai matérialisé, bien entendu, les réponses agrégées de l'ensemble des établissements. J'ai sorti un top 5. Et ce qu'on constate, en tout cas, de manière assez claire, c'est que dans les établissements publics, on voit quand même 2 axes forts d'investissement. C'est à la fois, on l'a vu, la gestion de tout ce qui est sécurité et donc référentiel, et puis le DPI qui arrive juste derrière.
Alors peut-être un petit mot, parce que là ils sont au coude à coude, hein, on le voit dans les établissements publics. Autant la gestion de la sécurité, c'est plutôt le plus souvent cité comme le deuxième axe de dépense le plus important, autant le DPI, lui, il est très largement, lorsqu'il est cité, associé à la dépense la plus importante à venir pour les établissements publics. Dans le domaine des établissements privés, on voit des choses un petit peu plus homogènes, il y a moins d'éléments tranchés. On retrouve le DPI, on voit la gestion électronique des documents et la dématérialisation, qui est aussi un axe intéressant de réduction des coûts. On retrouve, à l'instar des établissements publics, le portail sécurisé, à la fois pour les professionnels de santé et les patients. Et puis, par contre, la gestion de la sécurité arrive en dernier. Alors, on est en plein dedans, voilà. On voulait savoir comment les services numériques se développaient dans les établissements. Pour ce faire, on a segmenté les services numériques en 3 grandes catégories. La première, c'est les services dédiés aux patients. La deuxième, dédiée aux professionnels. Et puis la dernière, parce que ça nous semblait assez pertinent, c'est d'isoler les GHT, et donc les membres des GHT. Alors le premier élément, c'est toujours cette même déclinaison de couleurs. Hein. Rouge, on n'est plutôt pas trop bon, et bleu, on n'est plutôt pas trop mal. Alors là, vous voyez, on a presque un découpage à la 50-50. Hein. C'est-à-dire qu'on a autant d'établissements presque d'un côté qui se disent assez avancés, voire très avancés, que d'établissements qui se disent plutôt en retard. Peut-être un petit point, parce que autant on n'a pas vu réellement de différence, notamment sur les professionnels de ville entre établissements publics et privés, autant pour, en tout cas, les services à destination des patients, il semble que les résultats prouvent, et là ils sont solides au niveau statistique, que les établissements publics soient un peu en retrait des établissements privés, puisque par exemple, sur le stade de maturité, je suis peu avancé, on est à 55%, si je ne m'abuse, de citations dans le public versus 20% pour le privé. Je m'en excuse, hein, j'ai les yeux un petit peu fatigués et j'ai du mal à distinguer à cette distance, donc je me retourne. Et au même titre, pour les assez avancés, je crois qu'on est à 63% qui ont dit oui, on est assez avancé dans le privé versus 30% dans le public. Bon, en tout cas, on l'a vu, même s'il y a ce petit décalage, les investissements qu'on a évoqués précédemment prouvent que la dynamique est quand même, somme toute, assez forte. Alors, on a voulu également savoir s'il y avait des domaines qui étaient propices à l'externalisation. Donc, cette grande liste qu'on a vue au départ, sur lesquelles les établissements nous indiquaient où est-ce qu'ils comptaient investir, eh bien, dans une question supplémentaire, on leur a dit par rapport à ces axes d'investissement, est-ce que vous prévoyez un hébergement externe hors de vos data centers? Donc, j'ai matérialisé le top 5 des fréquences les plus élevées dans chacun des domaines entre établissements publics et établissements privés. Le résultat est le suivant. Au mieux, on a 54% donc, des établissements publics qui sont prêts à externaliser dans le cadre de la gestion du PMC. Et puis ensuite, on est à peu près à 50% pour les solutions de télémédecine, 50% pour tout ce qui est finance. Le portail sécurisé pour les professionnels de santé, on est à 48%. Et puis le parcours administratif du client, 42%. Alors, si on regarde cette fois les établissements privés, on a une clé de lecture assez différente. Eux sont prêts, à hauteur pratiquement de 6 établissements sur 10, à externaliser donc le DPI. Et je vous ai cerclé la différence avec le secteur public, puisque lorsqu'on interroge justement les établissements publics là-dessus, ils ne sont que 41% à envisager une externalisation du DPI. Ensuite, donc, les systèmes de messagerie sécurisés, la gestion de la pharmacie, et puis les portails pour les patients, suivis à la fin des ressources humaines. Donc on voit quand même une approche de l'externalisation assez différente entre les établissements publics et les établissements privés. Alors, la question est la suivante, parce que ça, c'est vrai que c'est aussi un élément qu'on souhaitait regarder avec Maincare. C'est dans les 24 mois à venir, prévoyez-vous d'investir dans un outil décisionnel pour analyser les données issues, alors on a fait une segmentation, du SI administratif ou du système d'information de production de soins. Donc là, j'ai matérialisé les différences entre le secteur public et le secteur privé. Alors, ce qu'on voit sur la partie bleu foncé, la plus foncée, c'est ceux qui sont déjà équipés. Donc, on voit que le secteur, en tout cas public, est plus réceptif vis-à-vis des outils décisionnels, tant sur le SI administratif que le SI de soins.
Et puis en rouge, on voit à l'inverse les établissements qui restent sans projet. On voit que par exemple dans le SI administratif, ce n'est que 12% dans le secteur public et c'est 32% dans le secteur privé. Et alors là, la différence est encore plus creusée au niveau du SI de soins, puisque lorsqu'on regarde les chiffres, donc on est seulement à 10% d'établissements publics qui restent sans projet en la matière, alors que cette proportion atteint les 48%, si je ne m'abuse, 46, excusez-moi, dans le secteur privé. Donc on voit quand même une sensibilité du secteur public beaucoup plus forte en direction des outils décisionnels que dans le secteur privé. Alors pour terminer, quelques mots quand même de contexte, parce que au-delà de ce panorama des axes d'investissement, on a testé les établissements de soins sur différentes dimensions. La première, eh bien, c'est le fait d'une convergence des SIH au 1er janvier 2021. Notamment, on voulait savoir si, puisque dans le cadre du décret des GHT, la convergence était prévue pour ce fameux 1er janvier 2021. Donc on a demandé aux établissements de savoir s'ils étaient plutôt confiants par rapport à ça. Donc dans le cadre du GHT, pour disposer d'un SIH au 1er janvier convergent, est-ce que ça vous semble atteignable? Oui, totalement, 8%. Oui, probablement 31%. Et puis après, vous voyez que carrément, si on combine les non probablement pas avec absolument pas, on est à 62%. Donc là, il y a un vrai phénomène anxiogène autour de la convergence des systèmes d'information hospitaliers. Et lorsqu'on regarde plus en détail, justement, on isole ces 62%. Donc quels sont les principaux freins à la mise en place d'un SIH convergent dans les délais requis? Donc il y a 3 éléments assez majeurs qui ressortent. Le premier, c'est un problème de budget, de moyens financiers. Et le deuxième, c'est plutôt un système d'organisation et de gouvernance, à hauteur de 40%. Les problèmes d'organisation entre le support du GHT et les membres, et puis à hauteur de 35%, la complexité des modalités de gouvernance. Voilà, en tout cas aujourd'hui, ce qui pèse plus particulièrement, au-delà des problèmes financiers, sur cette atteinte de la convergence. Alors, on va passer rapidement, parce que effectivement le temps s'égrène. Juste pour dire, et en toute logique, le DPI est aujourd'hui eh bien, le projet qui est le plus en cours dans les différents établissements. Très peu ont finalisé ces différents chantiers, c'est la partie gris clair. Et là, sur les niveaux d'avancement, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais comme vous pouvez le constater, d'un domaine à l'autre, il n'y a pas vraiment un chantier qui se distingue en avancement des autres. Alors, on souhaitait aussi également voir comment eh bien, les établissements de soins percevaient le plan Ma Santé 2022. Les résultats, là, sont sans appel. Donc, pour vous, le plan Ma Santé 2022 va plutôt accélérer ou freiner vos initiatives numériques pour les 3 ans à venir. À hauteur de pratiquement 8 établissements sur 10, il est vécu comme un accélérateur d'initiatives. On est vraiment sur une toute petite proportion, donc 6%, qui pensent qu'on sera plutôt dans des logiques de frein. Dernier petit élément sur le DMP, ça a été évoqué à la table précédemment, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle déjà pas mal. On a demandé, faites-vous confiance au DMP pour jouer un rôle majeur dans vos échanges numériques pour les 4 ans à venir? Et là, par contre, on a quand même une différence de perception assez majeure entre le secteur privé et le secteur public, parce que autant on est plutôt dans de l'adhésion au niveau du secteur privé, autant on est avec un peu plus de défiance vis-à-vis du secteur public, puisque les établissements sont 52% seulement à nous avoir dit qu'ils pensaient que le DMP allait jouer un rôle majeur pour les prochaines années. Donc, à voir. Bon, je vous ai présenté beaucoup de choses en peu de temps. On va essayer de faire le tri. Allez, on fait un petit rappel des conclusions. Premier élément. Donc, en résumé, on l'a vu, la moitié des établissements de soins est engagée dans une augmentation des dépenses consacrées aux nouveaux projets. Ça, c'est un élément majeur. Ça veut dire que les choses sont en train de s'accélérer. Pour rappel, dans le grand tableau que je vous avais montré sur les 10 axes, les 5 principaux axes d'investissement les plus souvent cités sont la gestion de la sécurité, des identités, des référentiels. En deuxième, les solutions de télémédecine. En troisième, les portails pour les patients, suivi des portails pour les professionnels de santé. Et enfin, le DPI. Si on focus plus particulièrement sur les établissements publics, c'est clairement le DPI et la sécurité et les référentiels qui généreront les plus fortes dépenses en 2019 et 2020. Autre élément intéressant,
qu'on a pu constater, c'est que les outils décisionnels pour analyser à la fois les données issues des SI administratifs et des SI de soins, eh bien, sont en voie de généralisation des établissements publics. On a seulement un établissement environ sur 10 qui reste sans projet en la matière. On vient de le voir il y a très peu de temps sur les derniers slides. On a 62% quand même des établissements rattachés à un GHT qui sont très sceptiques sur l'atteinte de la convergence d'ici le 1er janvier 2021. Et puis, pour finir, c'était le dernier slide, pour 8 établissements de soins sur 10, le plan Ma Santé est quand même vécu comme un accélérateur d'initiatives numériques, ce qui est là aussi une conclusion heureuse à la chose. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Merci à vous. Et je laisse la parole à Christophe pour le mot de la fin et la conclusion générale. Merci à vous. Merci Thierry. Donc rendez-vous dans quelques jours pour la publication complète. Vous aurez accès à l'étude, bien entendu, qui est une des rares dans notre petite industrie. On a malheureusement très peu d'études de marché. Voilà, et on est heureux de collaborer avec IDC depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, donc j'ai le redoutable honneur d'être intercalé entre la présentation et le déjeuner, donc je vais faire au plus vite pour essayer de vous préciser la stratégie de Maincare dans le cadre actuel qui est un cadre, on l'a bien compris, en plein changement. Alors on a une place particulière puisqu'on est acteur de l'époque mackaysonienne, acteur très fort dans l'hôpital, le premier acteur aujourd'hui en termes de présence, et on s'est projeté depuis quelques années, vous l'avez bien compris, vers les enjeux territoriaux et encore plus vers les enjeux populationnels. On en a parlé, je pense, dans le détail avec Dominique Pont. Donc on essaye vraiment de travailler de manière la plus synergique possible sur ces trois thématiques-là. Et puis on peut quasiment parler maintenant d'une quatrième couche qui viendrait par-dessus. C'est la maison que nous a présenté Dominique Pont tout à l'heure, qui est la stratégie et la doctrine nationale avec lequel il faut que les projets d'hôpitaux digitalisés, territoriaux ou régionaux dans le cadre des projets populationnels puissent vivre en pleine harmonie avec la stratégie nationale. Voilà. Donc on a pour ça, je pense, du fait de notre présence, de notre historique, un vrai rôle au niveau français. Alors quel plan d'action pour Maincare Solutions en 2020 ? Très rapidement, 4 axes de travail principaux. Une modernisation qui reste à faire sur l'axe administratif des hôpitaux, plutôt publics notamment. La mise en place, on a senti la forte poussée du DPI dans l'étude présentée par Thierry, la mise en place en fait d'une nouvelle génération, c'est aussi un des enseignements de ce qu'on pourrait appeler des DPI territoriaux, mais c'est beaucoup plus des systèmes globaux de prise en charge du patient. Donc là, on reste dans l'hôpital et autour de l'hôpital. Et puis, donc l'arrivée des programmes populationnels, des programmes de prévention, programme de parcours, arrivée de la télémédecine, et donc c'est l'ère de ce qu'on va appeler, c'est un acronyme qu'on va utiliser de plus en plus en France, le PHM, le Population Health Management, donc la gestion populationnelle où on s'attache à travailler sur des populations ciblées de patients avec un impact direct pour le patient, une participation active du patient et en règle générale sur une pathologie ou un groupe de pathologies. Voilà, donc c'est une nouvelle thématique pour la France mais qui va voir son décollage, on va en parler je pense très très fort cette année. Et puis dernier point que je vais aborder, on l'a senti ce matin, il y a maintenant l'émergence d'une doctrine nationale. On est en pleine phase de concertation et donc on va vous présenter l'alignement de Maincare et les préconisations également que Maincare va faire aux institutions pour une mise en place réussie de cette doctrine nationale. Alors je vais démarrer avec le premier point sur la modernisation de l'offre administrative. Beaucoup reste à faire. Si vous allez fréquenter malheureusement les hôpitaux, moi je suis toujours choqué après de longues années par ces files aux attentes au bureau des entrées, bureau des admissions. On sent bien que tout ça n'est pas très digitalisé, c'est pas complètement mis au service du patient, donc il reste beaucoup à faire. Beaucoup de projets de notre point de vue aujourd'hui. L'administratif repart en termes de dynamique. Projet de bornes d'accueil des patients dans les établissements, avec notamment des projets pilotes là, qui vont être mis en service ce mois-ci au CHU de Caen et au centre hospitalier du Mans. Du travail en règle générale sur ce qui est l'e-admission ou la préadmission, donc là des services numériques mis à disposition des patients pour préparer leur arrivée. Un travail
plus générale autour du programme OPP, donc l'optimisation de la prise en charge administrative du patient, qui est un programme qui reste important aujourd'hui, qu'on déploie notamment au niveau de la PHP, puisque comme vous le savez, on en a parlé l'an dernier, on déploie notre outil de gestion administrative au niveau de tous les établissements de la PHP, avec beaucoup de travail, ça se passe plutôt bien. On a aujourd'hui déployé une quinzaine de sites et il nous en reste à peu près 25 aujourd'hui à déployer pour donner à la PHP une meilleure efficience administrative et de facturation également. Et beaucoup reste à faire. On lance en ce moment un programme très important sur la gestion économique, logistique et financière. Donc un nouveau programme mis en place avec notre association utilisateur et nos établissements. Un programme qui est en réflexion depuis une bonne année pour essayer de travailler sur cette thématique de l'équipement, des achats notamment, de la logistique dans un cadre en règle générale territorial. C'est ce que demande également la loi en ce moment. Voilà, et donc on a conçu un programme pluriannuel aujourd'hui, qui va se dérouler sur 24 mois, un programme assez important qui inclut également des outils de pilotage des achats, un programme de e-learning pour remonter le niveau général des équipes et une amélioration aux outils actuels, avec une couche un petit peu plus nouvelle. On a déjà 60 établissements à peu près déjà qui sont partis avec nous. On devrait passer à 70 très très rapidement. Voilà, et on va lancer a priori le programme en fin d'année, un programme qui va se dérouler sur 2 ans et amener donc au GHT une meilleure efficience économique, logistique et financière. Et puis, dernier point, on en a parlé ce matin, il y a encore beaucoup à faire sur la partie pilotage territorial, là avec une vision administrative et un nouveau produit chez nous, M-Data Analytics, qui va consolider en fait l'ensemble des données administratives, RH, achats, facturation, PMSI des établissements, puis les restituer de manière légère et quotidienne aux acteurs administratifs du territoire. Voilà. On ne peut pas tout, pas parler de tout aujourd'hui. Il y a également beaucoup de projets autour du PMSI. Je crois que Thierry nous l'a souligné, même si ce n'est que 40% des intentions, beaucoup de projets territoriaux démarrent avec le PMSI. Il y a un vrai besoin, il y a du vrai retour sur investissement. Et on a également aujourd'hui beaucoup de projets de logistique, aussi bien au niveau de la pharmacie hospitalière que des magasins généraux, entraînés par les GHT. Aujourd'hui, un phénomène de consolidation des problématiques logistiques, donc autour des solutions copilotes dont on s'est rapproché il y a à peu près 2 ans. Modernisation également au niveau des RH, c'est un parent pauvre assez souvent aujourd'hui, plutôt oublié. Il y a une vraie thématique de modernisation pour sortir un peu du bureau des RH traditionnels et puis décentraliser les fonctions, avec notamment la mise en place de notre nouvelle plateforme IDEO RH, qui a été ouverte ces dernières semaines au CHU de Nantes. C'est quand même faciliter le quotidien de 13 500 agents, c'est important, pour dématérialiser tout un tas de choses sur le documentaire, les adresses, les opérations courantes, la gestion des concours d'une manière générale. Et puis on va travailler en 2020 sur ce qu'on appelle le onboarding RH, donc faciliter l'arrivée des nouveaux professionnels de santé dans les établissements et puis leur permettre également de gérer les personnels externes qui sont toujours très très importants. Donc vous voyez, cette thématique de digitalisation touche également des mondes un petit peu plus anciens comme celui des RH. Deuxième grand axe, c'est, appelons ça le DPI territorial, pour faire simple, c'est en fait le besoin, l'émergence d'une nouvelle génération de SI territoriaux de prise en charge du patient. Alors c'est un domaine important et on a annoncé donc l'an passé l'arrivée de notre nouvelle plateforme Maincare IC. C'est un projet assez ambitieux. On a la chance d'avoir chez Maincare 3 générations de DPI. Le plus répandu étant M-Crossway, qui est le leader du marché. Et il faut rappeler, M-Crossway est un produit qui est très loin d'être mort, qui va encore continuer de nombreuses années aujourd'hui, puisqu'il est utilisé par à peu près 30% des sites support de GHT. Donc on va s'attacher à faire encore évoluer ce produit, peut-être moins sur des aspects innovation, mais plus sur des aspects de modernisation, de réglementaire et puis de besoins projets. Mais on a par contre enclenché il y a un peu plus de 3-4 ans avec Omar et les équipes la mise en place d'une nouvelle plateforme de production de soins, sentant les demandes très fortes de GHT. Et puis, d'une manière générale, travaillons la convergence de nos trois projets.
nos 3 produits actuels vers une plateforme unifiée qui non seulement traite un peu l'intra-hospitalier mais de manière beaucoup plus moderne, mais également traite, on l'a vu aujourd'hui combien c'était important, l'extra-hospitalier aussi bien sur les aspects collaboratifs que sur les aspects de gestion de parcours. Donc c'est une plateforme qui est un petit peu unique en ce genre. C'est une plateforme qui se veut non seulement intra-hospitalière, forcément multi-établissement et très moderne, mais également facilitatrice de tout ce qui est usage extra-hospitalier. Alors Maincare ici, c'est beaucoup plus qu'un DPI. On a annoncé la version 9 au dernier salon Hôpital Expo qui va maintenant s'appeler Santexpo. Comme vous le voyez, vous retrouvez des fonctions assez traditionnelles de DPI, vraiment modernisées. Je vais vous donner juste 2 exemples un petit peu après. On a décidé également de retravailler assez fortement tout ce qui est spécialité médicale. Et je vais vous montrer les exemples sur toute la partie circuit de chirurgie, qui va être un gros chantier pour 2020. On retrouve aussi maintenant dans le DPI des choses qui étaient plus dans les gestions, dans les outils de gestion administrative, notamment tous les processus d'admission des patients et de localisation, qu'on va retrouver maintenant dans Maincare ici. D'une manière générale, avec la gestion du dossier administratif, vous voyez, du mouvement et des lits. Et puis, dernier point, des thématiques qu'on a fortement abordées ce matin, c'est tout ce qu'on va appeler, dans le cadre d'un DPI, les services numériques de territoire, avec la mise en place des rendez-vous, du document, et puis tout le suivi clinique des parcours. Tout ça étant dans le DPI. Donc, c'est plus un DPI à l'ancienne, c'est un DPI élargi et modernisé. Alors un exemple de 2 thématiques qu'on a décidé de retraiter complètement, parce qu'il y a également, je pense, quelque chose qui transparaît dans l'étude IDC, c'est le besoin de solutions nouvelles. Aujourd'hui, en particulier dans le cadre des GHT, on a la convergence vers un nouveau DPI. Pour ceux qui vont faire l'investissement, on sait que ça va être un choix engageant pour 10 à 15 ans. Et il y a un besoin très fort, notamment des professions médicales, pour des solutions beaucoup plus personnalisables, ergonomiques et efficientes. Voilà. Donc vous voyez par exemple ce qu'on va faire sur la partie circuit de chirurgie. C'est un projet qui a été complètement remaquetté aujourd'hui, beaucoup plus, on va dire, ergonomique, beaucoup plus axé professionnel. On va trouver notamment un cockpit d'une manière générale pour chirurgiens, un cockpit de pilotage pour l'anesthésiste, des fonctions mobiles courantes. Donc c'est quelque chose qui a été maquetté avec nos partenaires luxembourgeois, mais également aujourd'hui qui est remis en synergie avec les projets français que l'on démarre. Donc vous voyez des thématiques nouvelles remises au goût du jour. Deuxième aspect très important, on revient un petit peu au fondement du DPI, c'est la bureautique. Aujourd'hui, on perçoit un vrai décollage de tout ce qui est solution d'accélération de la production documentaire. Les volumes sont assez énormes. Anticyclone, donc, qui a rejoint le giron Maincare en début d'année, une solution qui est à peu près utilisée par un peu plus de centaines d'établissements. C'est 25 000 professionnels au quotidien, dont principalement des médecins, qui l'utilisent, et c'est 100 000 documents produits par jour. Et c'est en fait 100 000 documents accélérés par jour en croissance constante. Donc vous voyez l'importance de cette gestion des flux documentaires. Et donc on s'est rapproché d'Anticyclone. On va bien entendu garder l'application verticale telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est utilisée. On va l'interfacer dans un premier temps avec Crossway, avec Maincare ici. Elle est déjà assez bien avec Crossway, mais on va derrière redévelopper ce savoir-faire en totalement intégré dans Maincare ici à partir de 2020. Donc, vous voyez là encore l'intérêt de travailler avec des partenaires très spécialisés sur une thématique. Là, on est sur les workflows de bureautique, la dictée numérique et la reco vocale. C'est une demande très forte. La qualité aujourd'hui de retranscription commence à être vraiment excellente et on a un vrai appétit des professionnels pour utiliser ces solutions et gagner du temps. Donc vous voyez 2 thématiques très très importantes pour cette année. Et on va retrouver dans le DPI une des thématiques premières soulignées par Thierry, c'est l'émergence de travailler. On ne va pas arriver et poser un DPI comme on l'a fait il y a 5, 10 ou 15 ans. Non, on va retravailler l'urbanisation. Et on le voit, les thématiques très fortes restent sur ce qui est référentiel d'une manière générale. Donc les identités, les annuaires, la gestion de l'interopérabilité, parce qu'il y aura toujours un écosystème avec lequel s'insérer. Tout ça doit faire partie du DPI, alors qu'on a acheté dans le passé des solutions diverses et variées pour faire ça. Aujourd'hui, pour nous, c'est dans le capot, c'est sous le capot du DPI. Et on va également demander au DPI de retrouver des fonctions qui, là encore, n'étaient pas nativement dans le DPI par le passé, donc ce qu'on appelle les services numériques de territoire, donc à la fois dans les référentiels, dans les possibilités d'échange, de partage et dans les outils de coordination qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Et donc on va retrouver assez souvent, parce que les projets de DPI vont être des projets assez massifs d'une manière générale. On prenait l'exemple
On a eu Gwen Marquet ce matin. Si on prend l'exemple du GHT de Lille, c'est 18 établissements, 7 des pays différents. Vous pensez bien qu'on ne va pas remettre tout ça d'aplomb en 2-3 ans. Ça va être un projet au long cours, d'une manière générale. Donc, ce qu'on voit assez souvent aujourd'hui, c'est que le premier mouvement vers une logique de DPI territoriale va être de mettre en place la partie plateforme de services numériques qui chez nous correspond au projet Ideolink. Et vous ne le voyez pas très bien ici, mais on a aujourd'hui 35 GHT sur les 135 françaises qui se sont déjà impliqués, qui ont déjà démarré des projets autour d'une plateforme de services numériques, d'échange et partage. J'en profite pour saluer la présence de Poitiers, du CHU de Poitiers avec Jean-Pierre Devitte et Alain Lamy, qui ont été les premiers à mettre en place cette plateforme au niveau du GHT 86. Voilà, donc ces projets-là vont continuer. On a beaucoup travaillé dans l'année qui vient sur la partie rendez-vous en ligne. Il y a un vrai appétit pour dématérialiser, faciliter cette partie-là. Et on a choisi de le faire côté Maincare avec un hub de rendez-vous, la mise en place d'un hub de rendez-vous qui fait partie à la fois d'une plateforme territoriale ou du DPI et qui va permettre d'unifier les différentes prises de rendez-vous, les différents agendas utilisés sur le territoire, et notamment tous les agendas et les services en ligne, comme Doctolib, de les unifier, mais de le faire de manière construite pour éviter de déséquilibrer le fonctionnement au niveau des établissements à cause de prises en ligne un peu plus directes et sauvages au niveau d'applications mobiles. Voilà, donc on a eu le plaisir, et on a expliqué qu'on allait faire tout ça avec une interface qui s'appelle HL7 Fire, qui est le nouveau standard de l'interopérabilité au plan mondial et qui traite très bien la thématique bidirectionnelle de gestion des rendez-vous. Et voilà, et on a eu le plaisir de mettre en œuvre cette année notre premier site pilote autour de Montfermeil, d'Aulnay et de Saint-Denis, de ce hub de rendez-vous connecté à Doctolib d'un côté, mais complètement connecté au DPI des établissements pour éviter les doubles référentiels et la désorganisation qu'on a pu voir dans certains établissements du fait de l'arrivée des services de rendez-vous en ligne. Voilà. Donc vous voyez, le rendez-vous était une thématique un petit peu parcellaire plutôt de DPI. On la remonte en fait comme un service territorial aujourd'hui, ouvert et qui permet de la prise de rendez-vous multifacette, Outlook, Doctolib ou autre. Alors les perspectives de 2020, on va continuer pour travailler sur tout ce qui est admission plus globale en ligne, l'arrivée des chemins cliniques, la téléconsultation, je vais en parler, qui peut être aussi bien présente au niveau des programmes régionaux que du quotidien au niveau de l'établissement. Et donc on va encore beaucoup travailler sur ces projets-là. Voilà, on en a 35 aujourd'hui de mon point de vue, puisqu'on a à mon avis, la seule offre construite. C'est une offre qui a une quinzaine d'années aujourd'hui, qui tourne dans beaucoup de régions. De mon point de vue, on va pouvoir équiper à peu près la moitié des GHT français sur cette thématique de services numériques. Qu'on ait ou pas le DPI derrière, parce que c'est une plateforme qui est agnostique, qui peut travailler avec un ou plusieurs DPI en dessous. Mais de notre point de vue, c'est une excellente étape vers un DPI territorial pour mettre les professionnels de santé, notamment en mode collaboratif. Un deuxième point également important, c'est suite à la dernière visite de la ministre, notamment au CHU de Poitiers, puis aux annonces qui arrivent dans les prochains jours, c'est la problématique du désengorgement des urgences. Voilà, on a mis en place en interne une approche intéressante qui mêle un accompagnement métier fait par notre entité conseil Azelio et puis le savoir-faire au niveau de l'outil déployé mVisibité. Vous voyez notamment le cockpit du CHU de Poitiers que la ministre a pu découvrir. Voilà, pour avoir un programme global, ce n'est pas que la mise en place d'un outil qui va permettre de désengorger les urgences. Il faut une approche globale qui mêle une approche conseil et métier pour comprendre cette thématique de flux et qui derrière soit supporté par des outils numériques. Et on a à peu près une quinzaine d'installations de mVisibité en France. C'est un outil qui est unique, un outil qui vient des USA et qui est un petit peu unique dans le paysage français, mais qui a prouvé son utilité. Voilà, troisième grande thématique, prévention, parcours, télémédecine. Donc là, on peut être au niveau de l'hôpital, mais assez souvent, c'est des programmes de santé qui peuvent être des programmes régionaux, des programmes de réseau, d'une manière générale. Et là encore, c'est un monde qui est en pleine ébullition. Alors, l'un des enseignements qu'on a eu de l'étude IDC, c'est de demander notamment aux établissements, vous êtes intéressés par la partie parcours, là, il y a une quasi-unanimité, mais comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous-même déployer vos propres plateformes de parcours et de coordination?
Est-ce que vous allez plutôt laisser la main aux programmes régionaux? Donc dans les 17 régions françaises, il y a déjà pas mal d'applications de parcours, bon, souvent spécialité par spécialité, qui sont installées. Ou allez-vous mettre une approche hybride? Je peux traiter par exemple la cardio, la RAC et la gériatrie avec une approche hospitalière territoriale à partir du GHT. Et puis sur d'autres spécialités, la cancéro par exemple, je suis plutôt installé dans un programme régional. Donc vous voyez, c'est assez bien réparti. Donc les programmes de parcours vont continuer forcément à se diffuser au plan régional, forcément s'élargir avec ce dont on va parler, qui est la mise en place du parcours. Mais on a également, on le voit aujourd'hui, une nouvelle génération de projets qui partent des établissements, notamment des CHU, notamment des sites supports, sur certains axes particuliers. Je pourrais citer par exemple le CHU de Nice, en fait c'est le GHT des Alpes-Maritimes, qui a un projet aujourd'hui sur 8 parcours. Alors c'est du parcours de l'application de télémédecine, en fonction des thématiques, mais ce sont des parcours dont le CHU et le GHT va être coordinateur. Voilà, donc c'est une nouvelle génération de projets qui prouvent l'intérêt de la démarche en parcours. Alors on traite ça avec quoi? Avec une plateforme. On en a parlé ce matin dans le cadre de Prédis dans les Hauts-de-France. C'est donc la plateforme IDEO-PHM, c'est son nouveau nom, c'est le nom que vous verrez maintenant sur cette plateforme de gestion populationnelle, donc une plateforme éprouvée qui nous permet de faire depuis plus de 10 ans du suivi de parcours sur des patients atteints de maladies chroniques, donc vous voyez, diabète, AVC, insuffisance rénale, obésité, suivi cardiaque au domicile. Donc là, on est sur la partie suivi à domicile, c'est un petit peu particulier, suivi des plaies chroniques. Également, l'équipement sur les parcours complexes, équipement des MAIA, des PAERPA, équipement des plateformes territoriales d'appui. On va trouver, c'est le projet notamment qu'on déploie avec la MGN, qu'on va représenter demain, puisque la phase 1 a été livrée, une approche de cette plateforme-là dans un axe plus prévention. Donc là, je vais en parler un petit peu après. C'est la même plateforme, mais qui sert à des thématiques de prévention sur des pathologies ciblées. Et puis, dernier point, plutôt dans un cadre de GHT, beaucoup de projets nouveaux. Voilà, sur des parcours particuliers d'un territoire, la RAC, typiquement, de suivi à domicile, ou la périnatalité. Voilà, où là, on est sur des parcours particuliers, mais ça va être la même plateforme. C'est une des grandes thématiques en ce moment. Éviter d'acheter de multiples plateformes. C'est vrai qu'on a un bourgeonnement de start-up avec beaucoup de choses sympathiques, mais ce sont en règle générale des applications verticales, très peu urbanisées, et donc qui risquent de poser des problématiques à terme. Voilà. Et donc la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a été retenu sur le programme national e-parcours. Donc une très bonne nouvelle reçue la semaine passée. En fait, les 17, maintenant 18 régions françaises avec Mayotte vont travailler sur le post-TSN, donc la mise en place d'outils qu'on a vu sur la petite maison de Dominique Pont ce matin, donc avec la partie outils de coordination qu'on retrouve là. Voilà. Et donc, pour ce faire, elles vont passer par cet appel d'offres du RESA qui a désigné, en fait, qui a choisi 4 fournisseurs. On a le plaisir d'être dans ces 4 fournisseurs avec notre partenaire Atos qui est là, avec Entract. Et vous avez vu tout l'intérêt de cette plateforme et notamment de l'interopérabilité assez forte qu'on va mettre en place pour bien travailler la thématique de la ville. Et on a également amené 2 partenaires, les 2 acteurs principaux sur la médecine de ville, qui sont CGDIM et CompuGroup, que je salue, et qui sont dans la salle et qui vont nous aider à de mettre en place des plateformes à la fois complètes et qui permettent d'amener la ville à la table de ces projets-là. Voilà, alors beaucoup de travail pour cette année. Le premier point pour nous, c'est effectivement, après cet appel d'offres du RESA, certaines régions, on l'a vu, comme Prédis, ont déjà un cap, une thématique, une roadmap, on fait des choix structurants. D'autres régions françaises qui sont beaucoup moins équipées ou qui ont des systèmes très très disparates et qui veulent regrouper tout ça. C'est vrai que le patient, si on a 5 applications de suivi, va pas avoir 5 portails d'une manière générale. Donc on va essayer de travailler aujourd'hui sur des plateformes unifiées au plan régional pour traiter la thématique de coordination et de parcours. Voilà, donc on va avoir, je pense, un gros travail dans les régions qui vont avoir besoin de support. Et puis continuer également, on l'a vu pour Prédis, c'est le cas de l'océan Indien, voilà, et des autres régions avec lesquelles on travaille, de continuer à les accompagner dans leur déploiement des outils collaboratifs et de parcours. Deuxième grand axe, c'est ce qu'on a fait avec MGN Groupe Vive. On a mis en place cette année une plateforme complète de prévention sur le risque cardiovasculaire avec la MGN, et on vient de signer avec le Groupe Vive, donc la maison mère, puisqu'une société spécifique a été formée qui s'appelle Vive Optime Solutions,
On va passer à la phase 2, qui a été contractée cet été, pour avoir une plateforme multi-acteurs, multi-mutuelle. La seconde mutuelle à déployer sera Harmonie Mutuelle. Et puis également multi-programmes de prévention. Voilà, donc une version encore plus modernisée avec des outils comme la gamification. Pour faire adhérer, là on n'est pas dans le cadre de patients, on est dans le cadre d'assurés qui sont à la maison. Il va falloir les faire participer avec des programmes de prévention. Donc il y a tout un tas de technologies, de thématiques comme la gamification qui vont nous permettre de faire adhérer les assurés. Voilà, troisième thématique très forte, on a parlé de l'importance de la data. On le voit aujourd'hui, on produit énormément de data. Maincare doit produire, à mon avis, entre 20 et 25% des data hospitalières. Encore plus sur les données de parcours. Qu'est-ce qu'on fait de ces data-là aujourd'hui? Franchement, pas grand-chose. L'étude de Thierry nous montre que les hôpitaux, les établissements pensent être équipés. Oui, certainement, il y a des applications existantes aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Et on va avoir une capacité avec ces plateformes à recueillir de la donnée fraîche avec le questionnaire envoyé aux patients le matin. Et donc l'importance de la data va être encore plus forte. Voilà, donc on a un gros programme. On a mis en œuvre ces dernières semaines notre premier projet analytique dans le cadre du projet OIS à La Réunion, du projet régional OIS. Et on va utiliser ces technologies, donc on le redit, la technologie de BI au niveau clinique, soit pour des données de DPI à un niveau territorial, soit pour des données de parcours. On va donc donner à nos clients une plateforme complète leur permettant de gérer la data. Autre thématique très forte, c'est la mobilité en ce moment. Beaucoup d'usages, on a parlé beaucoup d'usages ce matin, notamment sur ces plateformes de collaboration, de coordination et de parcours. Beaucoup d'usages vont être mobiles, en particulier vers le patient, vers le professionnel. Voilà, et donc on est en train de rebooster complètement notre approche mobilité. On a déjà énormément d'usages mobiles. Hein. Le nombre d'utilisateurs qu'on a en mobile est assez impressionnant. Mais en fait, on va retravailler un proxy mobilité qui va nous permettre de publier. Tout ce qu'on fait dans la plateforme sera publiable directement sur des applications mobiles. Voilà. On va également travailler sur la télémédecine, je vous en parler un petit peu après. Et puis on va, comme on a une unité là qui est en pleine croissance, on va s'organiser au niveau de cette business unit de gestion populationnelle pour déjà affronter la croissance à venir et également se déployer au plan international, puisqu'on a notamment le bonheur de gérer et de mettre en place toute la plateforme e-santé luxembourgeoise, qui est une plateforme superbe et parfaitement opérationnelle. Voilà, sur la partie télémédecine, alors on en parle assez peu, mais il y a une vraie dynamique en ce moment. On a, avec Covalia, on peut dire un des deux acteurs les plus importants en France, plus de 1500 points aujourd'hui de télémédecine, une dizaine de régions utilisatrices, 60 workflows différents sur les 25 spécialités, donc des cadres d'usage très très différents. Voilà, et donc Covalia va être boosté cette année avec le passage en version web qu'on a déjà faite, qui a déjà été faite dans le cadre de Prédis. Donc ça va permettre d'avoir une application notamment urbanisée, urbanisée au sens de l'alignement avec la stratégie nationale, DMP, MSS, identité, plutôt que d'avoir une application verticale. On va travailler sur un réseau national de collaboration qui permettra de mettre en contact nos différents utilisateurs de télémédecine. Ce sera intéressant pour mettre en place des services experts d'une manière générale. Et puis deux thématiques fortes. La téléconsulte à domicile aujourd'hui, avec l'accès patient, sa prise de rendez-vous en ligne et son paiement directement, que là encore on a mis en œuvre dans le cadre du projet Prédis, puisqu'on a mis en œuvre le premier projet qui était le projet de téléconsultation pour les médecins généralistes. Voilà. Et puis dernier point, c'est les aspects de facturation pour se connecter aux gestions administratives d'établissement avec les flux actes et télémédecine pour pouvoir facturer correctement maintenant les actes de téléconsultation et de télé-expertise. Donc une très forte roadmap télémédecine. Dernier point, bon, je regrette que Dominique Pont ne soit pas là, mais il a déjà eu la primeur de tout ça, puisqu'on a eu le plaisir de faire un atelier spécifique avec lui, bon, qui est important parce qu'on l'a souligné, Maincare a une présence très très forte aussi bien dans l'établissement qu'au niveau régional, et je pense qu'on peut avoir, il l'a souligné, une vraie thématique, une vraie mission côté Maincare sur l'éducation des bienfaits de cette doctrine publique. On a une plateforme IDEO-PHM qui est naturellement, depuis une quinzaine d'années, prête pour la convergence. C'est une plateforme qui est hautement sécurisée,
qui est urbanisé, qui est multi-usage. Toute la partie authentification notamment, et ça va devenir important avec les plateformes aujourd'hui, est vraiment à l'état de l'art, et vous allez voir que ça va encore s'améliorer. C'est une plateforme qui est naturellement DMP compatible. On a d'ailleurs obtenu la certification Proxy d'IMP V2 la semaine passée. Elle embarque les services de MSS, bien entendu. Elle va pouvoir fournir les services numériques dont on a parlé en mobilité et en web. Et ça, c'est important pour entraîner des usages, et des usages collés à la doctrine nationale. Voilà, donc on va publier dans les prochaines heures. Vous allez pouvoir, vous en avez la primeur, mais vous l'aurez au travers à la fois d'un communiqué de presse. Il y a également une session complète qui est prévue demain, parce que demain on passe aux travaux pratiques avec tous nos clients sur cette thématique d'alignement avec la stratégie nationale. Mais vous voyez aujourd'hui la publication d'une feuille de route au niveau des actions les plus importantes de la doctrine présentée par Dominique Pon. Donc on va dire l'interaction avec le répertoire opérationnel des ressources, l'utilisation en courant de l'identifiant national de santé comme un trait pivot d'une manière générale, et on est bien d'accord que ceci n'enlève pas tout l'intérêt des serveurs d'identité de GHT ou régionaux. L'INS ne sera qu'un trait pivot, mais un trait pivot qu'on va utiliser de manière systématique et qu'on va aider à diffuser, même si ça met 3, 5, 8, 10 ans pour se diffuser dans les gestions administratives et tous les outils. Mais l'INS, on va être site pilote aujourd'hui sur les CHU de Tours et tout le GHT d'Amiens sur l'utilisation de l'INS, donc deux sites pivots très forts. Travaille sur les référentiels de sécurité, notamment avec tout ce qui est ICPS, ProConnect, donc là pour une authentification beaucoup plus simple des professionnels. Ça c'est important parce que c'est un vrai frein aujourd'hui. L'articulation avec le DMP, qui est un vrai sujet. Vous l'avez vu, la confiance dans le DMP n'est pas excellente dans le public. C'est un petit peu normal. Il ne faut pas utiliser le DMP pour ce pourquoi il n'a pas été conçu. Le DMP, c'est le carnet numérique du patient. Ce n'est pas l'entrepôt quotidien du GHT dans le cadre de prise en charge où on s'échange des documents qui n'ont rien à voir avec le patient. Voilà, donc on va travailler avec le DMP, on va, je pense, booster l'usage du DMP aujourd'hui de manière native, et vous allez voir qu'on fait des demandes, et Dominique Pon y répond déjà, il l'a dit ce matin, pour que le DMP soit APIisé, c'est-à-dire qu'on puisse notamment l'utiliser en bidirectionnel. Il est quand même incroyable qu'après plus de 12 ans d'histoire du DMP, on soit incapable de rapatrier des documents du DMP dans les outils du quotidien. Comment voulez-vous que les professionnels utilisent le DMP si c'est simplement un entrepôt mal alimenté? Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc on est côté Maincare fermement pour le DMP, mais il faut l'utiliser en bidirectionnel et l'utiliser comme un carnet de santé, plutôt de synthèse, accessible aux patients et à tous les acteurs du soin. Voilà, donc on va également s'investir sur le DMP. L'AMS Santé, on l'est déjà, puisqu'on est... On est largement acteur aujourd'hui. On va devenir, je pense, l'année prochaine, directement opérateur de MS Santé. Et puis, dernier point, vous l'avez vu sur les parcours, on a une position extraordinaire parce qu'on a une plateforme qui est naturellement urbanisée et qui va amener à tous nos clients, on a vu la demande de Prédis ce matin, de manière naturelle, l'alignement avec toutes les briques de la stratégie nationale. Voilà. Et on va également publier, je le rappelle, la doctrine a été mise en concertation, donc n'hésitez pas, mais on va publier de notre côté. Et c'est le fruit des retours qu'on a pu avoir de nos clients, notamment en région et des GHT. On va publier une liste de demandes aux institutions, à la ZIP, à Dominique Pon, à la DGOS, pour accélérer les usages de la plateforme. Vous avez vu quelques thématiques sur, pareil, le ROR est un outil qui est en monodirectionnel aujourd'hui. Il faut qu'on puisse alimenter le répertoire opérationnel à partir des outils du quotidien. Voilà, et pas avoir simplement un outil qui n'est pas à jour et qui vous est imposé pour nourrir notre base. C'est juste des questions de bon sens, des questions aussi d'urbanisation. Je pense que Dominique Pon l'a rappelé ce matin. Et je crois qu'on est parti pour avoir une bonne écoute des institutions pour faire évoluer les briques actuelles de Ma Santé 2022 dans le bon sens. Voilà, donc ça va être publié normalement cette semaine, lundi au plus tard. Vous aurez la feuille de route Maincare et le communiqué de presse qui va bien pour supporter ce plan Ma Santé 2022. Voilà, pour conclure, on l'a abordé ce matin, c'était pas forcément prévu, mais c'est ressorti comme une forte thématique. On sent bien qu'on est dans un monde en plein changement. Aujourd'hui, on parle de tout un tas de termes importants. On a une manière d'aborder les projets qui est complètement différente. Donc l'accompagnement des équipes va être vital. On a été obligé, nous, côté Maincare, de mettre en place une académie complète
en interne, qui a déjà aujourd'hui formé plus de 500 personnes. Donc c'est beaucoup de points particuliers. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'INS? C'est quoi le DMP? Qu'est-ce que c'est qu'un parcours? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un tas de thématiques aujourd'hui qui sont vitales, avec beaucoup de points techniques qui ont besoin d'ajustement. Et en fait, on a monté cette académie interne. Je vous le redis, on a passé donc 500 personnes au filtre chez nous cette année pour vraiment monter en compétences. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que cette IDEO Academy va être ouverte l'année prochaine à tous nos clients et à tous nos partenaires pour permettre à eux-mêmes, à leurs équipes. On voit souvent de nouveaux arrivants, hein, que ce soit des arrivants côté médical, mais souvent côté informatique ou côté de gestion de projet, pour muscler également le dispositif humain avec un minimum d'investissement, parce que ce sont les ressources restent rares. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a une journée, certains d'entre vous seront là demain, on a une journée très pleine pour demain. Merci.